pour bien comprendre ce que nous on propose, en fait, au début, quand on a commencé à vraiment travailler sur ces questions-là, tout ce qu'on pouvait faire, c'était compter le nombre de filiales des entreprises dans les paradis fiscaux. Alors, on a fait ça en 2013 avec les 50 plus grandes entreprises européennes. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait que 60% d'entre elles qui donnaient la liste exhaustive de leurs filiales. C'est-à-dire que vous avez encore aujourd'hui, dans les documents de référence des grands groupes, seulement les filiales principales. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas la liste de toutes les filiales des grands groupes et les pays dans lesquels ils sont implantés. Ensuite, on a vu que toutes les entreprises étaient présentes dans les paradis fiscaux, qu'elles ont détenu en moyenne, qu'elles avaient environ en moyenne 117 filiales chacune dans les paradis fiscaux, ce qui représente 29% de leurs filiales étrangères, avec des pays de prédilection que sont les Pays-Bas, le Delaware, le Luxembourg, l'Irlande, quand vous avez la carte sous les yeux maintenant. Donc ça, ça ne veut pas dire que toutes ces entreprises pratiquent l'évasion fiscale, mais par contre, ça interroge. Pourquoi autant de filiales au Delaware, par exemple, aux États-Unis, qui est un paradis fiscal notoire des États-Unis. On a fait le même travail sur les entreprises françaises, pareil, en comptant les filiales, et sur les entreprises du CAC 40, on s'est rendu compte que 23 ne donnaient pas la liste complète des entités, qu'elles étaient également toutes présentes dans les paradis fiscaux et que ces 40 plus grosses entreprises françaises détenaient en moyenne 23% de leurs filiales étrangères dans les paradis fiscaux. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on ne peut pas, vous avez tout à fait le droit, en tant qu'entreprise française, d'avoir une filiale au Luxembourg ou aux Pays-Bas et d'y avoir une vraie activité. Enfin, on ne va pas interdire aux entreprises d'être présentes dans certains territoires qu'on considère comme des paradis fiscaux. Par contre, pour nous, ce qui nous semble particulièrement important, c'est qu'on sache ce qu'elles y font. Et c'est là où il y a un enjeu à pouvoir, à la fois, nous, on voudrait que ce soit rendu obligatoire, mais il y a un enjeu aussi à ce que certaines grandes entreprises prennent les devants et rendent publiques ces informations. Nous, qu'est-ce qu'on demande? En fait, c'est assez simple. C'est que les entreprises multinationales soient obligées de rendre publiques, dans tous les pays où elles sont présentes, des informations concernant leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leur nombre d'employés et les impôts qu'elles paient. Pourquoi? Pour voir si les impôts payés correspondent à l'activité économique réelle. Imaginez par exemple dans le cas de McDo au Luxembourg, si on voit que McDo a 12 salariés au Luxembourg et fait des bénéfices supérieurs à ceux qu'il fait en France ou dans d'autres pays du monde, là où il y a plusieurs centaines d'employés par exemple, on pourra se dire, mais tiens, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, c'est vraiment l'objet d'un contrôle citoyen. Idem dans d'autres pays, comme par exemple, on a une question par rapport au Cameroun. Imaginez Total au Cameroun. Moi, je voudrais bien savoir combien il y a d'employés, quel est le chiffre d'affaires, quel est le bénéfice, quels sont les impôts payés. En tant que citoyen, ça permet d'exercer une pression à la fois sur l'État et sur l'entreprise. Donc pour nous, c'est extrêmement important que ces données soient rendues publiques. C'est une première étape de transparence. Ça permet aussi de valoriser les entreprises qui ne pratiquent pas des montages, qui ne commercialisent, qui n'utilisent pas des montages d'optimisation fiscale agressive. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie d'une base pour que ce soit obligatoire au niveau européen notamment, mais on pense également qu'il y aurait un intérêt à avoir certains grands groupes qui commencent par le faire de manière volontaire. D'autant que les banques françaises et européennes, je vous l'ai dit, d'autant que les banques françaises et européennes sont obligées depuis 2 ans de rendre publiques ces informations. C'est déjà une obligation pour le secteur bancaire, donc il pourrait très bien y avoir des entreprises multinationales qui cherchent à être vertueuses et en tout cas et soient plus transparentes parce qu'on pense vraiment qu'il y a une attente citoyenne importante à ce niveau-là. J'ai aussi oublié que les investisseurs sont de plus en plus favorables à cette mesure de transparence pour les raisons, on a notamment un groupe d'investisseurs au niveau européen qui s'est prononcé en faveur de cette transparence. Pourquoi? Parce que justement, le fait que ça devienne un risque d'image fait qu'aujourd'hui, les parties prenantes de l'entreprise, notamment les investisseurs, veulent savoir... oui? D'accord.
Et juste là, il y a un instant. D'accord. Alors, on va voir, dites-nous si vous avez des problèmes de son. On va peut-être, dites-le nous, on va peut-être essayer de switcher sur le micro de mon ordinateur. C'est-à-dire débrancher notre micro. Pas de souci, non? Bon, ben on reprend. Ok, on reprend, désolé. Lucie, on vous donne la parole. Bon. Donc j'en étais où J'en étais à dire que oui, il y avait les investisseurs qui étaient plutôt favorables à cette mesure parce que justement il y avait besoin de savoir où ils mettaient leur argent et s'il pouvait y avoir un risque de s'en aller derrière. Il y a aussi un enjeu pour les syndicats aussi également à avoir connaissance de ces informations. Et donc c'était pour dire que ça c'est quelque chose qui peut se faire au niveau de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai développé cette mesure en particulier, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire au niveau, il y a des régulations qui devront passer à un niveau étatique, hein, c'est une évidence. Notamment pour nous, on devrait pouvoir réfléchir à une révolution au sens premier du terme, c'est-à-dire inverser complètement la manière dont on pense l'imposition des grandes entreprises au niveau international, mais ça peut se faire au niveau européen via, il y a quelque chose qui est en train d'être exploré au niveau européen pour essayer de voir comment inverser la manière dont on calcule les contributions des entreprises et faire en sorte que ça colle vraiment à l'activité économique réelle. Mais ça, c'est évidemment pas forcément possible au niveau de l'entreprise. Ce qui nous semble intéressant au niveau de l'entreprise, c'est à la fois de faire comprendre qu'il y a un enjeu à communiquer sur les impôts qui sont payés parce qu'il y a une défiance de plus en plus importante des citoyens et une attente vis-à-vis de cette contribution fiscale, que la transparence, ça peut faire bouger les choses si on a certaines grosses entreprises qui s'y engagent. Et nous, d'un autre côté, on travaille sur les questions d'assiette commune consolidée, sur la question de création d'un organisme fiscal intergouvernemental au niveau international, sur essayer de mettre un terme à certains régimes niches fiscales particulièrement prisés par les grandes entreprises pour payer le moins d'impôts possible, et à réviser les conventions fiscales. Voilà, donc vous avez aussi la liste des autres propositions, mais qui me semblent moins intéressantes dans une dynamique vu que là, l'objectif, c'est de parler de ce qui peut être fait au niveau de l'entreprise. Et voilà, je crois que c'est tout. Et comme ça, on est à peu près dans les temps, et ça permet d'avoir d'autres questions.